Si on a le temps, on continuera à parler avec David Lépée de littérature. Bonjour David. Bonjour. David Lépée, donc vous êtes collaborateur de la revue Éléments depuis très longtemps maintenant et très régulier, et vous avez repris le flambeau de la revue Crisis qui a fêté ses 30 ans il y a quelques temps, et là qui n'avait pas paru pendant quelques temps, donc il y a eu ce changement de rédaction en chef, donc vous avez repris le flambeau avec la même volonté de poursuivre donc cette revue qu'Alain de Benoît avait fondée, toujours très éclectique. Oui, ce qui explique en partie le temps de latence ou de vacances qui s'est étendu depuis le numéro précédent, c'est tout simplement déjà le passage de témoins, parce que c'est quand même reprendre toute une machinerie. Il a fallu se former sur le tas, ça prend un peu plus de temps que le simple renouvellement d'une habitude. Et par ailleurs, on a eu aussi quelques problèmes d'ordre matériel consécutifs au confinement par rapport aux questions de l'imprimerie. Ça nous a un petit peu retardé. Maintenant, les choses sont revenues sur les rails. On va sans doute pas revenir pour le moment au rythme des grandes années, pour une raison plus positive que négative. La raison, c'est pas du tout un déclin. La raison, c'est la multiplication de nos activités, dont vous faites partie, entre les revues, les maisons d'édition, les librairies, les émissions télé, radio. Forcément, on se disperse. On est obligé de déconcentrer, d'un petit peu éventer ce qu'on fait par ailleurs. On espère se relancer sur un mode de 2 numéros par année, dont l'idée ensuite de pouvoir augmenter et de revenir au rythme originel. Oui, et c'est une bonne nouvelle de voir donc Crisis reprendre au moment où le moment où la revue Le Débat disparaît pour des raisons un peu fallacieuses données par Pierre Nora, mais en tout cas... C'est difficile de connaître leurs raisons. Évidemment, moi je fais partie de ceux qui regrettent cette disparition, parce que de toute façon la disparition d'une revue, quelle qu'en soit son audience, n'est pas une bonne nouvelle pour la vie intellectuelle dans la France et dans la francophonie. Néanmoins, quand on lit les raisons de Pierre Nora ou de Marcel Gauchet, ce qui frappe, c'est qu'ils font le diagnostic très juste d'une décadence intellectuelle des élites, donc de l'intelligentsia, notamment de l'intelligentsia d'État, celle qui se trouve autour de Macron, et pour ça on peut pas leur donner tort, parce qu'effectivement on suppose bien qu'une revue comme la leur aurait pu avoir davantage d'abonnés et de salons les commentant dans l'entourage, je ne sais pas, du général de Gaulle par exemple, ou même de François Mitterrand, que dans celui de Sarkozy, Hollande ou Macron, c'est évident. Nous, évidemment, on connaît pas ce problème-là parce qu'on n'a jamais animé ces salons-là, et si on compte beaucoup sur les gens intelligents, c'est pas dans l'intelligentsia officielle qu'on les trouve. Peut-être que ces brillants penseurs de la revue Le Débat, s'ils avaient réorienté leurs efforts à la fois vers un autre public et à la fois vers une ligne susceptible d'intéresser ce public, n'auraient pas connu la banqueroute dont ils souffrent actuellement. Oui. Alors donc vous continuez, vous poursuivez la vie de cette revue, toujours dans un souci de recueillir des signatures diverses, à la fois dans leur provenance et dans leurs opinions. Oui. Tout à fait. Alors, ça, c'est pas une nouveauté. C'est vrai presque à chaque numéro, il y a un commentateur pour dire « Ah, c'est formidable, cette politique d'ouverture, vous sortez de votre ghetto », mais ça fait 30 ans qu'on est sorti de notre ghetto, il n'y a pas de problème. Je vais pas avoir la prétention de pratiquer une politique d'ouverture qui était déjà celle de Thibault Isabelle, déjà celle d'Alain de Benoît. Elle est déjà là, mais effectivement, on la poursuit et peut-être qu'on la confirme. Comme vous l'avez dit, il y a une politique d'ouverture au niveau, bien sûr, au niveau idéologique, parce que ça fait longtemps qu'on a dynamité le vieux clivage gauche-droite dans cette revue. Aussi au niveau, c'est peut-être la plus importante, au niveau des domaines de recherche. Là, on a l'exemple de ce numéro 50 sur la démocratie. Il est évident que c'est un thème qui intéresse des chercheurs de domaines tout à fait variés. On a des historiens, on a des philosophes, on a des sociologues, on a des juristes. Tout ça est complémentaire et crée une espèce de kaléidoscope qui nous permet d'envisager le phénomène dans une globalité, une variété. La troisième diversité à laquelle je tiens beaucoup en tant que Suisse, c'est-à-dire qu'en tant que francophone non français, c'est d'étendre, et là aussi, c'est pas la première fois, ça fait plusieurs années, mais d'étendre ça, non seulement au-delà de Paris, mais au-delà de la France, dans toute la francophonie, et pourquoi pas au-delà de la francophonie, quand on a des traducteurs compétents. On a un texte de Madame Antonella Attili, par exemple, tout ça pour dire que voilà, c'est cette triple diversité des sciences, diversité des idées, des doctrines, et diversité des sources géographiques. Le thème donc là de la démocratie avait été déjà imaginé par votre prédécesseur au moment des Gilets jaunes ?
Et des débats autour de la démocratie directe, même avant. C'est-à-dire, il y a pensé même avant. Ensuite, les événements ont fait qu'il a été pris par d'autres travaux, il est parti sous d'autres horizons, il a laissé le chantier en plan. Moi, je l'ai repris d'autant plus volontiers que c'était l'occasion idéale de lui succéder parce que ce thème est très familier. Ça fait moi-même des années que je travaille dessus. Et ça a coïncidé, effectivement, avec une actualité qui lui a donné une certaine urgence, qui est effectivement la crise des Gilets jaunes et tout ce qui a concerné la revendication de référendum d'initiative citoyenne. Et aujourd'hui, alors que pour des raisons évidentes, le mouvement s'est un peu tassé tout simplement parce qu'il n'a plus le choix, la question n'en reste pas moins actuelle dans un autre contexte qui est celui de la gestion politique de la crise sanitaire. Oui. Quoi qu'on puisse en penser. Pose des questions sur les libertés. Pose des questions sur les libertés. On est vraiment dans la verticale des pouvoirs. Même dans les pays prétendument démocratiques, on gouverne par décret, par ordonnance. Ce qui peut s'expliquer par la question d'urgence, bien sûr. Néanmoins, le temporaire ne doit pas devenir durable. Donc, je pense qu'il est plus important que jamais de réfléchir à ces questions-là, de rester vigilant et d'être prêt à répondre s'il s'avère que les mesures d'exception deviennent un pont vers une gouvernance plus autoritaire. Je fais pas de procès d'intention, mais disons, ça peut arriver, il faut rester vigilant. En 150 pages donc que fait la revue sur un tel sujet, on peut pas évidemment faire le tour du sujet, mais on voit on perçoit en tout cas à travers la lecture de ce numéro, de cette revue, finalement les deux clivages que vous mettez en évidence, d'une part entre démocratie directe et démocratie représentative, et d'autre part entre démocratie pouvoir du peuple et démocratie comme contenu de valeurs autour de l'idéologie des droits de l'homme, pour faire simple. Ça me semble être un clivage essentiel. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une conception libérale de la démocratie, et c'est souvent dans ce sens-là que ce terme est utilisé, mais à mon avis, c'est usurpé, étant donné qu'il n'y a de démocratie que directe. Et cette conception, la démocratie devient un programme idéologique, c'est-à-dire un corpus de valeurs qu'on peut résumer aux droits de l'homme, comme jadis ça aurait pu être le droit naturel ou même un droit religieux, comme c'est le cas peut-être dans certaines autres républiques. La démocratie classique, celle que je défends, qui est la démocratie directe, qui se trouve je dirais modérément incarnée dans mon pays, parce que je pense pas que ça va au bout de la chose, mais disons c'est cette direction-là, mais qu'on trouve aussi dans le modèle athénien. C'est une démocratie beaucoup plus immanente, qui est fondée tout simplement sur une arithmétique du gouvernement, c'est-à-dire en gros il y a un suffrage universel selon des modalités qui peuvent être différentes, et à partir de là émerge une majorité, une minorité. La majorité l'emporte, ça fonde une décision. C'est la fameuse question à savoir si le peuple a tort ou raison. Ni l'un ni l'autre. Il a forcément raison dans le principe de la démocratie classique, tout simplement parce que la décision qui émerge est légitimée. Voilà, c'est ça. La démocratie classique se fonde sur la notion de légitimité en fonction des droits populaires, alors que la démocratie libérale se fonde sur une notion transcendante du bon, du juste, du vrai. En cela, elle est très religieuse, quand bien même elle est laïcisée par les droits de l'homme. Et il faut faire très attention parce que c'est souvent les tenants de cette définition-là qui n'ont que le mot de démocratie à la bouche, mais qui ne veulent surtout pas de référendum populaire, qui ne veulent surtout pas soumettre au peuple des décisions d'intérêt public, etc., etc. Et là, ce clivage, il est important de le noter, de peur que les déçus de la démocratie ne tombent, comme ça a pu être le cas peut-être dans les pays de l'Est ou en Russie, dans une posture antidémocratique par mécompréhension du problème. Oui, et vous le dites, le libéralisme qui se veut axiologiquement neutre déroule en fait un programme très orienté sur ces fameuses valeurs. Bah oui, ça c'est un énorme positif, paradoxe, contrairement aux victimes eux-mêmes. On aurait pu s'attendre à ce que philosophiquement les libéraux soient de notre côté, eux-mêmes qui nous disaient que la technologie était neutre, que l'idéologie n'existait pas, que tout dépendait de ce qu'on en faisait. Dans ce sens-là, c'est pas du tout le cas. Sauf exception, sauf peut-être les petites chapelles libertariennes, radicales, etc. Mais sinon, non. Ces gens-là pensent que la démocratie doit l'emporter sur le suffrage populaire. Ce qui, quand on a une définition classique de la démocratie, est une énorme contradiction, parce que la démocratie, c'est le suffrage populaire. Et c'est pour ça que l'exemple des Grecs, aussi archaïque soit-il à bien des égards, est intéressant, parce que on voit qu'il ne s'agit pas simplement d'un système, même si c'est avant tout un système, mais qu'il s'agit de ce que j'appellerais une éthique civique, une éthique démocratique qu'on pourrait... Alors, ce serait vulgaire de la traduire par le fair play, parce que c'est beaucoup plus que ça, mais ça veut dire accepter cette loi de la majorité sans y voir forcément une dictature et une oppression, parce que
la dictature de la majorité, à tout prendre, est quand même préférable à la dictature des minorités, qui est de plus en plus la situation que nous vivons aujourd'hui. En même temps, une société a besoin de constitution, me semble-t-il, et donc le juge constitutionnel, si je pense qu'on sera d'accord sur le fait qu'il va trop loin en faisant émerger des notions abstraites, il est normal quand même que la loi votée par les représentants ou par le peuple lui-même n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Vous ne trouvez pas ? Mais la Constitution, dans un État démocratique, normalement, doit être elle-même validée démocratiquement. Il est possible que les constitutions doivent être aussi réformables, avec des majorités qualifiées, bien sûr. Ensuite, rien n'est gravé dans le marbre, tout simplement parce que dans l'histoire de la démocratie, les générations succèdent aux générations et sont libres de changer, de réviser, et il y a même des constitutions supranationales. Je vois bien que le problème d'un pays souverain, modérément souverain comme la Suisse face à l'Union européenne, c'est qu'on a de nombreuses querelles juridiques sur la validation de certaines décisions qu'on prend conformément à notre constitution et à nos lois, qui permettent cette expression de la démocratie directe, mais qui paraissent non conformes à l'Union européenne, à laquelle nous n'appartenons pas d'ailleurs. Donc ce sont des querelles un petit peu de « et si vous vouliez adhérer, il faudrait renoncer à ça, ça ». Et on voit bien que la plupart du temps, si on gratte un peu, cette euro-incompatibilité n'est même pas avérée, puisque ce que le droit impératif européen, c'est comme ça que ça s'appelle, interdit, ce sont des choses assez rares et assez extrêmes. En fait, il s'agit de... et si nous proposions par référendum de rétablir l'esclavage, de provoquer une guerre d'agression contre un pays étranger ou de générer un génocide, alors là, oui, on pourrait nous taper sur les doigts en disant là il y a un gros problème d'eurocompatibilité. Bon, je pense que c'est pas trop demandé que de se soumettre à ces quelques principes de base. Ça va pas plus loin en réalité, hein. Et c'est pareil pour les pays qui sont des États membres de l'Union européenne. Donc souvent on nous fait chanter, on nous menace en nous disant que nos démocraties sont allées trop loin sur tel ou tel terrain. Si on se réfère aux textes juridiques qui sont ceux qui valident l'action de l'Union européenne, ce n'est presque jamais le cas. Alors il y a un terme, David Lépée, qui est aujourd'hui, qui revient sur toutes les lèvres quand on parle de démocratie, c'est celui de populisme. Comment intégrez-vous cette notion-là et ce débat-là autour du populisme dans votre réflexion sur la démocratie? Le populisme il a ceci de commun avec la démocratie, qu'il n'est pas un contenu idéologique, mais qui peut être tous les contenus idéologiques possibles. Ceux qui attaquent le populisme comme étant une émanation de gauche, de droite, se trompent complètement parce qu'il peut tout être. C'est une méthode, ce n'est pas un programme, comme la démocratie d'ailleurs. Le populisme est d'autant plus actuel qu'on a l'impression, en tout cas en Europe, voire en Occident, que c'est peut-être l'expression la plus vive de la démocratie. C'est la seule qui parvient encore à s'exprimer un petit peu par des coups de force, c'est-à-dire en dégageant des majorités électorales, voire par des putschs ou de l'agitation selon les régions. La seule différence entre l'idéal de la démocratie directe, tel qu'on le conçoit en Suisse par exemple, et le populisme, c'est la question d'une figure de leader, l'incarnation de l'idée démocratique, d'une forme de rébellion, voire dans les cas les plus négatifs, le culte de la personnalité. Et ça, c'est pas du tout dans l'éthique de la démocratie helvétique, qui pense qu'au contraire, le garant de la démocratie, c'est couper les têtes qui dépassent, c'est une humilité qui nous permet d'être tous égaux. Je ne tranche pas, tout simplement parce que ça dépend de la sensibilité, des sensibilités nationales différentes, et il s'agit pas de faire la promotion de modèles dans une logique d'ingérence, mais il est clair qu'aujourd'hui, le populisme est un peu la réaction, parfois vigoureuse, d'un besoin de démocratie qui ne parvient pas à s'exprimer autrement, donc qui pratique le coup de force, la provocation, la polémique. Et faute de mieux, j'ai plutôt de la sympathie de principe, même si certains programmes ne me plaisent pas du tout, évidemment, ça dépend, il y a de bons et de mauvais populismes en fonction des valeurs qui sont les nôtres. Le renouveau de la démocratie au XXIe siècle, s'il devait avoir un nouveau printemps des peuples, pour parler comme au XIXe, passerait sans doute par des formes populistes, tout simplement parce qu'on ne nous laisse pas d'autre choix. Et donc comme réaction contre l'oligarchie en quelque sorte. Oui, voilà. Et comme dit Alain de Benoît, vous reprenez en quelque sorte le fait que le populisme est plutôt un style, s'incarne dans un style. Voilà, c'est un style plébiscitaire, un appel au peuple, qui conserve de l'ancien système une sorte de verticale, qui veut faire remonter cette volonté populaire en court-circuitant l'oligarchie ou tous les procédés technocratiques que mettent les gouvernements représentatifs comme barrage. Oui. D'ailleurs, dans ce cadre-là, vous reprenez ce qui est une tradition aussi dans Crisis, des documents, des textes
des sources, et là vous reprenez un discours du grand méchant par excellence de Viktor Orban, qui incarne alors soit le populisme, soit ce qu'on a appelé, ce qu'il a appelé lui-même, mais même si l'expression n'est pas de lui, la démocratie illibérale. Oui, c'est vrai, l'expression n'est pas de lui, elle vient d'un journaliste, Farid Zakarian. Cette démocratie libérale, ça nous semblait important d'en parler, puisque c'est une des formes modernes ou postmodernes, contemporaines en tout cas, de la démocratie à l'Est. Une démocratie certes très imparfaite, mais plus développée que dans les pays complètement inféodés aux diktats européens. J'ai fait précéder cet extrait de discours d'un petit avertissement parce que je pense que c'est un personnage et une doctrine à prendre avec des pincettes, parce que l'ayant bien étudié, j'ai toujours pas bien compris quelle était la différence entre cet illibéralisme et le bon vieux national-libéralisme aux couleurs vaguement conservatrices qu'on nous sert en Europe de l'Ouest depuis longtemps et qui est un peu oxymorique dans les termes. Donc je vous cache pas que je partage pas les thèses de Monsieur Orban, mais ça me semble intéressant tout simplement parce que ça fait partie de l'actualité de la démocratie en Europe. Il s'agit en gros d'une forme de populisme qui ne se soumet pas justement à cette conception libérale de la démocratie comme ensemble de valeurs intangibles, mais qui préfère ces valeurs les enraciner dans des déterminismes nationaux. Orban parle beaucoup de religion, par exemple, ce que je trouve assez sain parce que ça leur donne une force en termes de souveraineté. Néanmoins, comme beaucoup de ces politiciens qui restent des politiciens bourgeois, c'est pas pour rien qui s'est construit au cours des luttes anticommunistes à l'Est, eh bien, il ne pousse pas cette critique jusqu'au régime économique de la Hongrie actuelle, qui est un régime libéral, donc économiquement libéral, tout à fait classique. Et je crains que finalement ce soit simplement un gouvernement plus démagogue que populiste qui, au nom de la nation, au nom de la religion chrétienne et au nom des idées conservatrices, arrive à mobiliser un peuple autour de lui, mais sans amener la justice sociale que ce peuple pourrait attendre de lui, tout simplement parce que les mécanismes du capitalisme échappent à cette critique démocratique. Cette critique étant faite, eh bien, lisons Orban et voyons ce qu'il a à nous dire, parce que de toute façon, ça participe au débat. Il faudrait que Viktor Orban lise Jean-Claude Michéa, si on vous entend bien. Ah, ce serait bien, oui, ce serait bien. Ouais. C'est-à-dire qu'il se rende compte que son libéralisme économique déroulera le tapis rouge à des choses qu'il n'a pas envie de voir advenir. C'est le problème des politiciens, et c'est pour ça que nous autres philosophes, on est souvent en but face à eux. C'est qu'on s'obstine à gratter, à décrypter, à déconstruire pour essayer d'aboutir à des doctrines qui soient cohérentes et inattaquables. Et eux, non seulement ne font pas cet effort, mais s'en fichent royalement parce qu'ils aiment au contraire jouer sur des contradictions en fonction des opportunités. Et quand on a un petit peu de rigueur intellectuelle et qu'on s'intéresse aux sciences politiques, ça fait toujours mal de voir ça parce que quand on voit quelqu'un qui a à moitié raison mais qui se renie à moitié, c'est triste à dire, mais il faut même pas y voir de la bêtise ou de la trahison, il faut simplement y voir de l'opportunisme. Ouais. Encore un effort, Monsieur Orban. Ouais. Oui, en tout cas, ce terme de démocratie illibérale a le mérite de rompre avec cette vieille fausse évidence selon laquelle la démocratie serait forcément libérale. Ça, c'est vrai, oui. On l'a, ce qui paraissait peut-être logique jusqu'en 91 et jusqu'à la chute de l'Union soviétique, mais on voit en tout cas aujourd'hui, c'est aussi l'intérêt finalement de notre époque de constater que démocratie et libéralisme ne font pas nécessairement bon ménage. Non seulement elles ne font pas nécessairement bon ménage, mais je pense qu'elles sont même contradictoires. Parce que quand on parlait à l'époque de la guerre froide et ensuite des démocraties libérales, si on voit un petit peu de quoi il s'agissait toujours de démocratie parlementaire, donc indirecte, donc ne correspondant pas à la définition canonique de la démocratie. Donc déjà, c'était trompeur. Et ensuite, on avait des régimes encore beaucoup plus autoritaires que ça, qui, en évoluant, se sont tout à fait accommodés de formes de capitalisme assez sauvages. Je pense au Chili de Pinochet, pour prendre un exemple extrême, mais je pense simplement à la Chine actuelle, qui a certains attraits, mais on ne peut pas dire qu'elle soit très démocratique, et pourtant ça n'empêche pas le capital de prospérer. Donc non, le capitalisme n'a pas besoin de la démocratie pour prospérer, au contraire, quand la démocratie réelle survient, ça l'embête, parce que ça joue plutôt le rôle d'entrave. Donc nous évoquons avec David Lépée
le numéro 50 de Crisis sur la démocratie. David, on va se retrouver dans 2 petites minutes pour parler de littérature. Dans les minutes qui nous resteront, on refait une petite pause musicale. Alors David Lépée, donc on a évoqué le numéro Crisis sur démocratie. J'aurais voulu, puisqu'on a un écrivain en plateau avec moi aujourd'hui, que vous nous parliez de votre récent coup de cœur pour le dernier livre de Jean Echenoz, ou Echenoz peut-être comme on dit en Suisse. Je pense que c'est Echenoz. C'est un auteur relativement connu, mais que je ne connaissais jusque-là que de nom, donc je peux difficilement vous faire une présentation de son œuvre. C'est un coup de cœur surtout pour un roman en particulier qui m'a donné envie de connaître les autres, qui est un roman d'aventure sur fond d'espionnage entre le Paris, la Creuse et la Corée du Nord, où se mêle le contre-espionnage français, des généraux rebelles de l'armée et des truands de petite envergure, plus des groupes révolutionnaires gauchistes 30 ans avant qui ont des comptes à rendre en sortant de prison. C'est un imbroglio entre le polar, le roman d'espionnage, mais toujours avec beaucoup d'humour et un style assez particulier dans la mesure où il n'y a aucun dialogue, où tous les dialogues sont incorporés au corps du texte, ce qui crée souvent des effets comiques parce qu'il y a une espèce de mise à distance ironique qui se met en place comme ça dans le corps de la narration et qui en profite pour parler de beaucoup de choses, de musique, des voix dans le métro, du paysage de la Creuse, d'urbanisme en Corée du Nord ou des bêtes sauvages dans la zone de délimitation entre les deux Corées qui est truffée de mines et de tigres. C'est un roman d'aventure mais vraiment, vraiment très drôle, bien tourné. Voilà, je le conseille. Donc c'est un envoyé spécial de Jean Echenoz et c'est paru aux éditions de Minuit. Jean-Pierre Montal, vous connaissez cet auteur? Oui, vous l'avez lu Oui, alors contrairement à David Lépée, j'ai pas lu les derniers, mais j'ai beaucoup lu le début de sa carrière, qui était très marqué par une sorte de jeu avec le roman policier. Voilà, toute une façon de se démarquer du polar, un peu dans ce qu'on avait vaguement baptisé le néo-polar de Jean-Patrick Manchette. Voilà, donc il était dans une veine comme ça, avec des descriptions très, très froides, très cliniques, mais toujours, j'ai trouvé, dans des romans comme le Méridien de Greenwich, par exemple, toujours avec une part de mystère, presque légèrement melvillien parfois, des choses un peu mystérieuses comme ça. Et puis, ce que vient de dire David Lépée, il y a une grande veine humoristique chez Echenoz. Il pratique un art que moi j'aime beaucoup en littérature, qui est de pouvoir un peu casser l'ambiance, casser le rythme avec des interventions assez cocasses, bizarres, être capable de parler d'un tout autre sujet comme ça. Et les derniers romans sont, je crois, marqués par ça. Moi, je les ai pas beaucoup lus. En revanche, il y a une partie de son œuvre qui avait beaucoup passionné. C'était quand il intervenait sur des biographies, comme par exemple, il a écrit Ravel, où il a fait un court roman sur la vie de Maurice Ravel, qui est vraiment une vraie réussite. Donc un auteur sans doute à approfondir pour Éléments. Oui, je pense que ça vaut la peine. Peut-être un futur portrait. Et également dans le dernier Élément, David, une biographie de Drieux-La Rochelle dans la fameuse collection Qui suis-je chez Pardès de Thierry Bouclier. Qu'apporte-t-elle de plus aux biographies déjà existantes, aux nombreux textes existants sur Drieux? Je ne sais pas s'il est censé amener quelque chose de plus, étant donné que cette collection Qui suis-je sont des biographies brèves, illustrées, pédagogiques, qui s'adressent à des gens qui ne sont pas forcément de grands lecteurs de biographies des personnes concernées. Il y a vraiment un travail pédagogique. Donc je pense que ça n'a pas forcément de sens de faire une comparaison dans la mesure où s'il y avait de nouvelles révélations à faire, ça passerait peut-être par une autre collection ou par une somme universitaire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce soit pour les lecteurs de Drieux ou que pour ceux qui veulent faire sa connaissance de son œuvre, elle est très bien faite. Elle est découpée en chapitres à la fois chronologiques et thématiques. Le travail de Thierry Bouclier est bien fait par rapport à ça, parce que ça fait vraiment émerger les lignes directrices à la fois dans l'itinéraire et dans l'œuvre de Drieux, tout en sachant que Pardès, dans d'autres collections de son catalogue, sont en train de faire reparaître, et c'est pas fini, une grande partie, si ce n'est toute l'œuvre de Drieux, que ce soit les essais ou les romans. Il y en a encore un ou deux qui sont sortis ce mois-ci. Donc c'est intéressant à suivre, parce que si d'autres titres restent encore disponibles dans le commerce, même dans les grandes collections comme Folio, tous ne sont pas accessibles. Oui, complètement. Je pense que le travail que fait Pardès ces derniers temps pour les auteurs de Drieux est intéressant. Ça permet de se constituer un très vaste panorama de l'homme et de l'œuvre.
Jean-Pierre Montal, évidemment, important, Drieux. Oui, le feu follet. Oui, moi, oui, le feu follet, bien sûr. Et puis ça a été très, très marquant. Et il y a le feu follet, effectivement, Gilles, bien sûr. Mais alors, moi, je suis aussi très impressionné par le roman de la fin inachevé, Les Mémoires de Dirk Rasp, sur le peintre qu'il a un peu décalqué de Van Gogh. Que je trouve qu'il y a un roman impressionnant. Je pense que ça donne un peu une ouverture sur ce que on n'imagine pas. Je pense que Drieux aurait pu donner par la suite. Je pense qu'on aurait été très 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 surpris. On le trouve ce roman. Oui, chez Gallimard dans la Blanche. Franchement, c'est vraiment à lire. Il y a une synthèse de différentes veines qui sont vraiment portées à une forme de perfection, je trouve. Signaler Gilles, qui n'est vraiment pas le plus méconnu de tous, mais qui est quand même, à mon avis, un des grands romans de la littérature française du XXe siècle, à lire un petit peu en duopaque avec l'Aurélien d'Aragon. Ce sont deux romans frères qui mettent en scène un personnage assez semblable, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'un jeune vétéran de la Première Guerre mondiale et de ses difficultés à se réinsérer dans le Paris pacifié où ils ne se sont pas à l'aise, où il va retrouver d'autres formes de radicalité. La légende dit d'ailleurs que le soir, la nuit de son suicide, Drieux aurait relu en intégralité Aurélien de son ami et pourtant ennemi politique Aragon, parce que le personnage d'Aurélien a été inspiré par Drieux lui-même. Ça vaut la peine de lire à la suite pour cette raison-là, même si je placerais Gilles encore un tout petit peu plus haut qu'Aurélien, ce qui n'est pas peu dire, mais pour des raisons littéraires. Et c'est vraiment un très grand roman. Merci beaucoup, David. Je rappelle donc le livre de Jean-Pierre Montal, La nuit du 5-7, aux éditions Séguier, et donc le tout nouveau numéro de Crisis, numéro 50, sur la démocratie. Au revoir à tous, à bientôt.